l'époque où il n'y avait en Afrique que des rois et des reines, les monarchies. Ensuite, après la colonisation, ce fut l'arrivée des partis uniques, des pères fondateurs. Et à partir des années 90, on a noté la montée en puissance en Afrique du multipartisme, ou de ce que certains appellent la démocratie. Pendant toute cette période, l'Afrique a connu de nombreux dirigeants qui l'ont influencé tant positivement que négativement. Aujourd'hui, j'ai souhaité que nous fassions ensemble une brève biographie des dirigeants africains ayant le plus positivement influencé le continent. Alors, êtes-vous prêts? Let's go! Jomo Kenyatta. Il est considéré comme la plus grande figure de l'histoire du Kenya. Entre 1909 et 1912, il suit une formation de charpentier, puis s'installe à Nairobi, où il travaille pour les services des eaux. C'est en 1924 que Kenyatta commence sa carrière politique en devenant membre de l'association centrale des Kikuyu. Dénonçant les méfaits de la colonisation, Kenyatta défend les intérêts fonciers des Africains. Il s'installe d'abord à Londres, puis s'en va étudier l'économie à Moscou. En 1945, il organise à Manchester le 5e congrès panafricain, rassemblant des leaders et intellectuels noirs du monde entier. En 1946, de retour au Kenya, il est nommé chef du Kenya African National Union et continue à militer pour l'indépendance. Le 12 décembre 1963, à l'indépendance du Kenya, Jomo Kenyatta est élu Premier ministre, puis devient le premier président de la République entre 1964 et 1978, date de sa mort. Parler de l'histoire du Burkina Faso sans mentionner le nom de Thomas Sankara, c'est comme parler d'une œuvre artistique sans mentionner le nom de son auteur. À seulement 20 ans, Thomas Sankara s'envole à l'académie militaire d'Anzirabe à Madagascar où il poursuit sa formation de militaire. Le jeune voltaïque, dans sa chambre d'étudiant, lit beaucoup. Il lit Marx, étudie les révolutions dans le monde et commence à s'intéresser à la chose politique. Après son passage à Madagascar, où il en sortira officier, Thomas Sankara suivra également des stages à l'école de formation de groupe. De retour au Burkina Faso, un événement va très rapidement faire connaître Thomas au grand public. Un événement triste, violent, une guerre qui oppose son pays au grand voisin le Mali de Moussa Traoré. Le jeune officier qui prend part au conflit galvanise son unité. Il prend la tête des troupes et réalise une fulgurante contre-attaque prenant même pied en territoire malien. Après l'affrontement, les deux pays revendiquent victoire. Mais la nation voltaïque reste aussi profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger en héros. C'est ainsi que le 4 août 1983, un soulèvement populaire va porter Thomas Sankara au pouvoir. Il est entouré de ses amis, Blaise Compaoré, qui le trahira d'ailleurs plus tard, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani. Les 4 officiers sont le glas d'une nouvelle ère, l'ère de la révolution. Sur le plan intérieur, il définit son programme comme anti-impérialiste. Le jeune homme, de taille moyenne, moustache à nard de cercle, plante tout dessus le décor. L'homme est simple, il ne boit pas, ne fume pas. Il prend les grandes mesures. Pour lutter contre la corruption et punir ceux qui spolient le peuple, Thomas Sankara crée les tribunaux populaires pour la révolution. Thomas Sankara décide par la suite de réduire son train de vie et celui des membres du gouvernement. Désormais, tous les ministres voyagent en deuxième classe. Les indemnités ministérielles sont annulées. Toujours dans cet esprit révolutionnaire, Thomas Sankara change le nom du pays. La Haute-Volta s'appelle désormais le Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. Mais pour le reste du monde, l'Occident plus particulièrement, Thomas Sankara est devenu gênant, du fait de sa lutte contre le néocolonialisme. C'est ainsi que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État organisé par ses camarades les plus proches. Blaise Compaoré, certainement plus disposé à soutenir les intérêts de la France, de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui soutient ce renversement. Quelques jours plus tard, Thomas Sankara est déclaré décédé de mort naturelle. Une véritable supercherie. Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme. Après des études en Angleterre et aux États-Unis, Nkrumah se consacra à la cause indépendantiste, utilisant la tactique de la désobéissance civile qui lui valut d'être incarcéré jusqu'à ce que son parti, le CPP, Convention People's Party, gagne en 1951 les élections que les autorités coloniales britanniques s'étaient résignées à organiser. Devenu Premier ministre, Nkrumah contraint les Britanniques à accorder l'indépendance en 1957 et rebaptise son pays Ghana, rejetant le nom colonial de Gold Coast. Pour lui, l'Afrique n'a pas d'autre choix que de s'unir. Cette conviction fait de Kwame Nkrumah le plus ardent défenseur du panafricanisme. Malheureusement, la situation sociopolitique à laquelle il se trouve confronté à l'intérieur du Ghana, où il est accusé des dérives dictatoriales, mettra fin à son régime. Il est renversé par un coup d'État le 24 février 1966. Contraint à l'exil en Guinée, il meurt en Roumanie le 27 avril 1972. Kwame Nkrumah disait, l'Afrique doit s'unir ou disparaître. Un message qui pour beaucoup d'intellectuels africains aujourd'hui reste plus que jamais d'actualité. Gamal Abdel Nasser. Si l'Égypte n'est pas actuellement sous la coupe réglée d'une monarchie, les Égyptiens le doivent au lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser. C'est lui qui, en effet, à la tête du mouvement des officiers libres, a renversé le roi Farouk le 23 juillet 1952. Il peut être considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. À son actif, il convient de mentionner les grands chantiers précurseurs de l'éducation pour tous, des infrastructures telles que le barrage d'Aswan.
Au-delà de son pays, Gamal Abdel Nasser s'est aussi évertué tant bien que mal à unir le monde arabe à travers l'affirmation et la mise en œuvre d'une politique pan-arabe. S'il n'a pas réussi à faire reconnaître le droit à la souveraineté du peuple palestinien, il n'en demeure pas moins qu'il a porté et placé au cœur de la diplomatie internationale. Grâce à lui, le monde entier ne peut plus feindre d'ignorer le problème de la Palestine. C'est après avoir obtenu un diplôme en droit en 1942 à l'université du Witwatersrand de Johannesburg que Nelson Mandela entre à l'ANC, l'African National Congress. Avec Olivier Tambo, il fonde le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud. Puis, en mars 1944, il crée la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Sa volonté d'égalité entre les races en Afrique du Sud et sa détermination dans la lutte le feront condamner à la réclusion à perpétuité en 1964. En prison, Mandela aura fait en tout et pour tout 27 ans. Il est finalement libéré le 11 février 1990 après avoir passé 27 ans et demi en prison. Après de longues négociations, le gouvernement sud-africain légalise l'ANC. Nelson Mandela devient le président en 1991. En 1993, avec le président de Klerk, il reçoit le prix Nobel de la paix. Les premières élections pluralistes et multiraciales sont organisées une année plus tard, soit en 1994. L'ANC remporte une très large victoire et la même année, Nelson Mandela est investi président de la République d'Afrique du Sud, poste qu'il occupera jusqu'en 1999 pour laisser la place à Thabo Mbeki. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela perd la vie dans son domicile de Johannesburg, une icône pour le continent tout entier. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux de ces leaders qui vous influencent le plus et que vous considérez comme étant les leaders ayant le plus influencé le continent africain. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.